Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Ibrahim Traoré désigné président de la transition au Burkina Faso. Les participants aux assises nationales l'ont désigné à ce poste à l'unanimité. Le président du MPSR assurera cette fonction jusqu'à 2024, année où est censée se tenir la prochaine élection présidentielle. La nomination d'un gouvernement d'union nationale au Tchad. La composition de la nouvelle équipe dirigeante a été dévoilée ce 14 octobre, soit 2 jours après la nomination de Saleh Kebzabo au poste de Premier ministre. Et puis le rapport du Fonds monétaire international sur les perspectives économiques du continent, perspectives selon lesquelles l'Afrique subsaharienne devrait connaître cette année un ralentissement de sa croissance. Les détails à suivre dans ce journal. Le capitaine Ibrahim Traoré reste aux commandes du Burkina Faso. L'homme fort du pays a été désigné président de la transition à l'issue des assises nationales qui se sont clôturées ce 15 octobre. Le président du MPSR dirigera donc le pays jusqu'à la prochaine élection présidentielle censée se tenir en juillet 2024. Selon la charte de transition, il est toutefois inéligible aux élections présidentielles, législatives et municipales. Paul-Marcel Mayagui. Après son coup de force, le capitaine Ibrahim Traoré avait d'emblée assuré qu'il ne resterait pas longtemps, limitant son règne à la gestion des affaires courantes. L'issue des assises nationales tenues à Ouagadougou, où son nom a fait l'unanimité à grand renfort de manifestants, conforte sa promesse. Le capitaine de 34 ans ne sera pas éligible pour l'ensemble des élections prévues en juillet 2024. Le mandat du président de la transition prend fin avec l'investiture du président issu de l'élection présidentielle. Le président de la transition n'est pas éligible aux élections présidentielles, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. La transition menée par Ibrahim Traoré tient compte du respect de l'engagement du Burkina Faso auprès de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La charte de la transition fixe à 21 mois la durée de la transition et ce, à compter du 2 octobre 2022. Le capitaine a assuré que le pays continuerait à respecter les engagements pris sous le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba vis-à-vis de la CEDEAO, en particulier le point portant organisation des élections et un retour des civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024. Le chef de l'État voudrait que ce processus, qui sera entamé à la suite de ces assises, soit non seulement inclusif, mais aussi et surtout conforme aux aspirations profondes de notre peuple. Dans la perspective de garantir une large participation des Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora, une plateforme numérique a été conçue afin d'élargir les contributions pour une mise en œuvre beaucoup plus consensuelle de la transition. La charte de la transition dont Ibrahim Traoré est désormais le garant maintient un gouvernement de 25 membres et une assemblée législative de transition de 71 membres non rémunérés, hormis les indemnités de session. 20 des membres de l'ALT seront désignés par le président Traoré, 16 par les forces de sécurité et de défense, les autres par les régions, les partis politiques et les organisations de la société civile. Dans l'actualité également, la rue Grondé ce 15 octobre en Tunisie. Des milliers de personnes ont investi ce samedi les rues de la capitale Tunis. Une mobilisation initiée par le Front de Salut National, une coalition qui regroupe plusieurs partis d'opposition. Les protestataires étaient venus hausser le ton contre les politiques du président Kais Saied qui a pris en juillet 2021 des mesures fortes, parmi lesquelles la suspension puis la dissolution du Parlement, prononcée quelques mois plus tard. Preuve de leur colère, les manifestants ont clamé des slogans forts tels que « Révolte contre Kaïs, le dictateur » ou encore « Le peuple veut limoger le président ». Une colère qui s'est accentuée avec les difficultés économiques que rencontre la Tunisie. À titre d'exemple, la dette du pays est supérieure à 100% de son PIB. Le Tchad est officiellement entré dans sa deuxième phase de transition. Le pays s'est doté ce 14 octobre d'un gouvernement d'union nationale dirigé par le Premier ministre Saleh Kebzabo, nommé 2 jours auparavant. La nouvelle équipe dirigeante est composée de 44 personnes. Sur cette liste figurent des opposants, mais aussi d'anciens rebelles. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan.
2 jours après la nomination de l'opposant Saleh Kebzabo au poste de Premier ministre de transition, un nouveau gouvernement d'union nationale a été dévoilé vendredi 14 octobre 2022. Ce gouvernement de 44 membres est composé entre autres d'anciens leaders de mouvements politico-militaires et d'opposants au régime de l'ex-président, le maréchal Idriss Déby Itno, a pour mission de réconcilier le pays et d'organiser les élections libres et démocratiques. Pour tous, les objectifs de la transition sont réalisables en 2 ans comme prévu, à condition que les ressources le permettent. Je rêve que les Tchadiens prennent conscience, qu'ils prennent conscience qu'on peut bâtir un Tchad où il y a de la place pour tout le monde, sans discrimination aucune, et que le Tchadien demain prône l'excellence. Je rêve qu'à la fonction publique, qu'on trouve des gens compétents. Je rêve d'une armée républicaine qui est le fer de lance de la défense de ce pays-là. Je rêve d'un Tchad où il fait bon vivre, où son développement, son émancipation puisse être faite que par ses fils et ses filles. L'autre défi majeur du nouveau gouvernement d'union nationale est la mobilisation des ressources nécessaires pour financer la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et de relancer une économie asphyxiée par les dettes extérieures et la dépendance aux aides étrangères. La situation sociale des Tchadiens, très affectée par les inondations, la crise alimentaire et les effets néfastes de la pandémie de Covid-19, demeure aussi un défi de taille à relever. Vous savez, ce n'est pas beaucoup pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les agronomes, les techniciens nous disent que c'est environ 355 000 tonnes de céréales par an pour que chaque Tchadien arrive à subvenir à les 3 repas par jour. Donc ce n'est pas beaucoup. 355 000 tonnes, c'est quoi pour un pays? Dans le nouveau gouvernement, on note l'entrée des anciens rebelles au régime d'Idriss Déby Itno, comme Tom Erdimi et Mahamat Asilek Alata, de l'opposant et ancien maire de Boundou, Laoken Kourayo Médar, et du représentant spécial du secrétaire général du chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Anedif. Quelle perspective économique pour le continent? Dans son rapport régional paru ce 14 octobre, le Fonds monétaire international donne des prévisions peu encourageantes. Selon l'institution, la croissance de l'Afrique subsaharienne devrait connaître cette année un ralentissement pour atteindre un taux de 3,6%. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, le FMI se dit également préoccupé par l'inflation galopante au sein de la CEMAC et de l'UEMOA. Nathalie Mou. Dans son rapport sur les perspectives macroéconomiques de l'Afrique du 14 octobre 2022, le Fonds monétaire international a reconnu l'impact de l'inflation importée sur les économies d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Dans ces 2 régions, la poussée inflationniste a atteint 8,5% et 4,2% respectivement au 3e trimestre 2022, alors que les pays de l'UEMOA et de la CEMAC peinent à contenir la hausse vertigineuse des prix. Le FMI propose aux pays de l'espace CFA, jugés particulièrement fragiles et isolés, d'axer leurs efforts sur l'amélioration de la compétitivité. D'une certaine façon, ces espaces communautaires connaissent une pression inflationniste plus importante que ce qu'on observe dans les pays qui pratiquent des taux de change plus flexibles. Dans la CEMAC notamment, l'inflation est plus élevée qu'il y a une décennie. Nous sommes très conscients de la pression que subissent les populations de ces régions et comme cette flexibilité des taux de change n'est pas pratiquée pour impulser la compétitivité, je pense que dans leurs projections, les gouvernements devraient mettre en place des réformes en soutien aux activités qui permettent d'assurer leur compétitivité. Au sein de l'UEMOA, la hausse des prix des denrées alimentaires a atteint son niveau le plus élevé depuis 1990, se fixant à 12,6% en mars 2022, selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO. Les experts attribuent cette conjoncture à des contingences externes, pandémie de Covid-19 et crise russo-ukrainienne, ainsi qu'à des réalités locales, changements climatiques et insécurité liées au terrorisme et au changement anticonstitutionnel de gouvernement. Dans le Sahel, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Burkina Faso notamment, le FMI annonce un déploiement prochain de son programme de financement de la résilience d'une enveloppe de 50 milliards de dollars sur 20 ans. Nous sommes très conscients qu'il est important que la communauté internationale joue son rôle face à cet incroyable défi dont l'impact affecte les pays les plus vulnérables. C'est également la raison pour laquelle nous avons consacré autant d'efforts dans la création rapide d'un fonds pour la résilience et le développement durable. Et sous peu, nous lancerons ce programme dans ces pays.
Le FMI a revu en baisse de 0,3% les perspectives de croissance de l'Afrique pour 2023, passant de 4% à 3,7%. L'institution de Bretton Woods attribue ce recul à la réponse de la politique monétaire des plus grandes économies à l'inflation mondiale, aux conséquences de l'invasion de l'Ukraine, ainsi qu'aux tensions sécuritaires et sociopolitiques sur le continent. Et comment développer des stratégies de résilience face à cette crise mondiale? La question est au cœur des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se tiennent actuellement à New York. L'urgence est bien réelle. La Banque mondiale estime que près de 50 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë à travers l'Afrique subsaharienne. Philoméntine. Afin de faire face à la double crise alimentaire et énergétique qui frappe actuellement le monde et parvenir à une résilience, le continent africain doit davantage travailler sur des projets alimentaires et énergétiques novateurs. Les différentes crises ont plongé près de 50 millions de personnes supplémentaires dans une insécurité alimentaire aiguë à travers l'Afrique subsaharienne en 2022, notons auprès de la Banque mondiale. On n'avait pas prévu qu'il y aurait cette guerre et puis il s'est agi d'accroître les cultures de blé. Sur ce, on a donné des incitations aux agriculteurs pour qu'ils aient juste leur production. Ça a été recommandé à de nombreux pays et pour nous, il s'agit d'augmenter la capacité de stockage et puis nous doter de filets de sécurité pour produire davantage de denrées alimentaires. Le blé n'est pas seulement en cause, l'impact de l'inflation a été assez considérable sur les coûts des denrées alimentaires. Voilà pourquoi des politiques ciblées ont été arrêtées. Les événements récents du Covid-19 et la guerre en Ukraine ont montré à quel point la chaîne d'approvisionnement mondiale en carburant pouvait être vulnérable. Ainsi, les pays africains devraient œuvrer à accroître l'offre et proposer des prix équitables afin de renforcer la résilience du secteur face à l'augmentation des risques de catastrophes. La seule réponse, c'est la résilience et pour cela, il faut une démarche à plusieurs niveaux. Dès que les coûts baisseront, une attitude différente viendra de l'OPEP. Puis, il faut renforcer les capacités pour permettre de reconfigurer notre production de produits énergétiques et relever le défi de l'énergie. La montée des cours des produits alimentaires et des hydrocarbures reste la question qui préoccupe actuellement tous les pays, notamment ceux africains. À cet effet, la proposition de ressources financières supplémentaires, une aide humanitaire et la mise en place de programmes de protection sociale sont les 3 défis clés pour l'avenir dans le cadre de la sécurité alimentaire et énergétique sur le continent africain, selon le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'actualité, c'est aussi le bilan humain des inondations au Nigeria. Depuis le mois de juin, elles ont causé la mort de 500 personnes. Des données divulguées le 11 octobre par le ministère nigérian des Affaires humanitaires. À ces chiffres s'ajoute également 1,4 million de personnes déplacées, 1500 blessés. Le bilan est aussi matériel. Les autorités évoquent que plus de 45 000 maisons et 70 000 hectares de terres agricoles ont été détruits. Pour porter secours aux personnes sinistrées, le gouvernement a procédé à la distribution de 12 000 tonnes de nourriture dans les régions touchées. L'actualité sportive à présent avec le Rwanda qui se prépare à abriter en 2024 le championnat du monde des clubs vétérans. Pour l'occasion, plusieurs légendes du football se sont réunies à Kigali en vue de faire la promotion de cet événement. À l'origine de cette initiative, la Fédération internationale de football vétéran qui a signé en mai dernier un accord avec la Fédération rwandaise de football. Reportage de notre correspondant Fraternda Keisenga. 6 légendes africaines du football mondial sur un même panel de discussion dans une même salle. Plusieurs personnes à Kigali n'en revenaient pas ce 12 octobre 2022. Ces légendes sont dans la capitale rwandaise pendant 3 jours pour lancer officiellement les activités de promotion du nouveau championnat de football vétéran qui se déroulera au Rwanda en mai 2024. Déjà, les objectifs sont de permettre à tous ceux-là qui sont des passionnés de ce sport qu'est le football, de savoir que les légendes vivent et qu'elles sont actives et qu'elles mènent d'autres activités et que ces activités peuvent être des sources d'inspiration pour la jeunesse et impacter le monde. Après Kigali, ces légendes vont se rendre dans différentes villes en Afrique, en Europe, aux Amériques et en Asie pour promouvoir le premier championnat mondial de football vétéran qui se tiendra au Rwanda en mai 2024.
Dear legends, you have responded to this call because you believe. Chère légende, vous avez répondu à cet appel car vous y croyez. Vous nous avez fait confiance et votre présence ici au Rwanda est une preuve de votre engagement de garder votre passion vivante et de s'assurer qu'elle serve un objectif durable et honorable. Vous nous avez fait rêver dans nos différentes carrières et maintenant nous comptons sur vous pour mettre cette riche expérience à profit pour la génération future. Pour dire la vérité, je suis ici, j'ai accepté d'être venu, mais en fait, ce n'était pas pour parler de football ou de business. D'accord ? Parce qu'en fait, pour moi, ça dépasse le cadre du football ou du business. En fait, pour moi, cet événement-là, quelque part, c'est se poser la question à savoir à quel moment on oublie d'honorer les ancêtres. Et donc, effectivement, là, nous sommes des anciens joueurs de foot. Le fait de valoriser les anciens joueurs de foot, c'est quelque chose, pour moi, en fait, essentiel. Dans la culture antillaise, on nous a toujours appris, justement, à honorer les parents, honorer les ancêtres, parce qu'en fait, c'est eux qui permettent de nous, comment je pourrais dire ça, de voir clairement les choses. Il est prévu que les jeux sur le terrain occupent 40% de la compétition en 2024 et que le reste du temps soit dédié aux sessions d'éducation, de discussion sur la technologie ou encore sur les investissements sur le continent. La promotion du championnat par les légendes sera également faite durant la Coupe du Monde prévue au Qatar cette année. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.